Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Des experts sahéliens discutent à Ouagadougou des moyens d'empêcher les groupes terroristes de disposer des armes et munitions des forces de défense et de sécurité dans un contexte marqué par une multiplication des attaques terroristes. Ce matin, 7 éléments des FDS ont été tués quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif dans la région de l'Est. En Chine, la politique de l'enfant unique a été abolie en 2015, mais le contrôle des naissances demeure dans le pays le plus peuplé du monde. Et voilà qu'on évoque de plus en plus la fin de ces contrôles afin de rajeunir la population et éviter le déséquilibre entre filles et garçons. Ce matin, très tôt, la brigade de gendarmerie de Pama, dans la région de l'Est, a été la cible d'une attaque armée. Les assaillants en nombre important ont attaqué la brigade située à 106 km au sud de Fadangourma. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts. Un gendarme intoxiqué a été évacué à Fada pour recevoir des soins. L'équipe de renfort qui a été dépêchée de Fada a sauté sur un engin explosif. Le bilan est lourd de ce côté avec 7 morts des forces de défense et de sécurité et plusieurs blessés. Les ratissages sont en cours pour retrouver les éventuels assaillants. Nous reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions sur cette énième attaque des forces de défense et de sécurité. Les nouvelles technologies comme moyen de sécurisation des stocks d'armes et de munitions dans le Sahel. Une rencontre se tient à Ouagadougou et explore les voies et moyens pour priver les groupes terroristes qui agissent dans la région de s'approvisionner à partir des stocks d'armes et de munitions des forces de défense et de sécurité. Des experts d'une dizaine de pays et d'entreprises ont été conviés à la réflexion par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement. Paul-David Bambara, Aruna Mare, reportage. Près de 80% des armes utilisées par les groupes terroristes proviennent des stocks des forces de défense et de sécurité, selon cet expert onusien. Une faille sécuritaire qui inquiète ses hauts gradés et autres experts en sécurité militaire. Pour réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes et des réseaux criminels, cette rencontre de Ouagadougou veut proposer l'usage de nouvelles technologies de sécurisation des stocks d'armes et de munitions dans les pays du Sahel. Nos pays connaissent de graves manquements dans la sécurisation physique et la gestion des stocks, conformément aux standards internationaux. Et c'est dans ce contexte que le terrorisme et de la criminalité transnationale, dans lequel baigne la région du Sahel, le risque de voir des armes et de munitions extraites de nos stocks est élevé. Face à cette situation, les nouvelles technologies s'avèrent un outil indispensable car leur usage permet de pallier les risques de détournement en apportant une alternative adéquate, moins onéreuse aux pays aux capacités limitées comme le nôtre. C'est une alternative proposée par l'UNREC, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement. Les armes légères et de petit calibre sont concernées par ce projet. C'est très important d'avoir ces instruments pour un peu contrôler la prolifération et des armes légères et des explosifs improvisés. C'est réel parce qu'il ne se passe pas un jour sans que nous ayons des problèmes d'attaque par-ci et par-là. Bon, il y aura des échanges entre les différents participants et les firmes qui vont essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurisation des armes au niveau de nos pays pour que ce phénomène où les terroristes et autres ont la possibilité de s'accaparer des armes de guerre puisse être réellement limité. Le projet sécurité physique et gestion des stocks sera mis en œuvre dans les pays du G5 Sahel et au Nigeria. Le Tchad et le Burkina Faso sont les deux pays retenus pour la phase pilote du projet. Des firmes sont sur place pour offrir leur palette de solutions. En pleine crise des transporteurs routiers, le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière œuvre en faveur du renforcement des capacités de son personnel. Une formation sur la rédaction administrative concerne les secrétaires de direction et une autre intéresse les cadres sur la gestion axée sur les résultats. Ces formations se tiennent depuis hier à Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou, Satuné Paris. Ils sont pour certains cadres et d'autres secrétaires de direction. Ils sont tous du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Ils sont là pour renforcer leurs capacités en matière de gestion axée sur les résultats et sur la rédaction administrative. Cette année, l'intérêt est porté sur la gestion axée sur les résultats qui est actuellement adoptée dans le gouvernement
et donc tous les ministères s'inscrivent dans la planification axée sur les résultats. Il faut aussi noter que l'administration communique énormément avec un style particulier dont il faut que les acteurs qui animent cette administration puissent en tout cas maîtriser ce style de communication qui est la rédaction administrative. Durant 5 jours, il s'agira pour ces agents du ministère en charge des transports d'avoir des notions qui leur permettront de mieux comprendre les différentes thématiques qui seront abordées. Qu'ils soient agents de conception, d'administration ou d'exécution, chacun ici devra trouver son compte. Nous allons travailler sur la planification stratégique et opérationnelle. Et après ce concept et tous ces éléments, nous allons travailler ensuite sur la gestion axée sur les résultats, travailler sur les outils de la gestion axée sur les résultats, et faire des cas pratiques adaptés au domaine du transport. Travailler également sur le suivi et l'évaluation des projets. Renforcer les capacités de son personnel est pour le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière une exigence du moment. Cela pour s'adapter aux nouvelles méthodes de gestion en vue d'une plus grande efficacité pour l'atteinte des objectifs fixés. La campagne agricole bat son plein essai, la période choisie par l'Union nationale des producteurs de coton pour visiter un champ de coton. La délégation de l'UNPCB s'est rendue à Karangasso Sambla chez un producteur modèle. Une sortie sur le terrain qui a permis à l'Union de prendre le pouls de la campagne qui, selon eux, se déroule normalement et les prévisions dans ce champ sont très optimistes. Près de 30 tonnes de coton pour une superficie de 200 hectares emblavés. Karim Ilboudo, Karim Sissé, Aboubou Dilasso. Lentement mais sûrement, la campagne cotonnière se déroule bien dans la province du Houé. C'est le constat fait par une équipe de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina à Karangasso Sambla dans le champ de coton de Fié Tchentchen Traoré. La physionomie de ce champ force l'admiration. Pas d'attaque parasitaire, pas d'herbe et les capsules se présentent bien. Mon tracteur m'a permis de très tôt labourer mon exploitation et on a fait les semis du 5 au 26 juin. Dès lors, j'ai suivi à la lettre tout ce que les techniciens m'ont dit dans le traitement du champ. L'année passée, ce producteur avait emblavé 14 hectares en coton pour une production de 11 tonnes. Cette année, il a dans son viseur une production de 30 tonnes sur une superficie de 20 hectares. Pour les visiteurs du jour, cette prévision est réalisable. Cependant, il faudrait surtout qu'ils veillent au grain pour ne pas être surpris par les attaques parasitaires. Cette année, il s'agirait vraiment d'être très vigilant. Voilà, actuellement, c'est bon, la physionomie est bonne, mais il faut qu'ils suivent réellement l'évolution et également suivre vraiment la technique, si je peux le dire, les itinéraires techniques qui ont été recommandés par nos techniciens terrain. L'équipe de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina souhaite que les autres cotonculteurs du Houé s'inspirent de la technique culturelle de ce producteur modèle. Technique qui pourra permettre à chacun des producteurs de tirer son épingle du jeu. Rencontre autour du plan stratégique et opérationnel du Bureau de l'Union africaine en charge de la recherche et du développement des cultures vivrières en zone semi-aride de l'Afrique, UA Safgrada. Experts et décideurs nationaux et internationaux valident ce plan quinquennal à Ouagadougou. C'est un document qui se penche sur la situation des moyens de subsistance ruraux des terres arides. Roger Kam ou Moussissé. Le nouveau plan stratégique et opérationnel 2019-2023 du Bureau de l'Union africaine en charge de la recherche et du développement des cultures vivrières en zone semi-aride UA Safgrad, objet d'une rencontre à Ouagadougou. Chercheurs, décideurs politiques, partenaires techniques et financiers vont pendant 2 jours veiller à ce que les actions et les programmes du dit plan soient adaptés aux besoins des États membres. Et nous avons 2 axes majeurs. Le premier axe, donc, c'est sur la réforme des institutions et aussi une revue des politiques qui concernent donc le développement de l'agriculture en Afrique de façon générale et dans la zone semi-aride de façon particulière.
Et le deuxième axe va concerner donc le développement de la recherche, la promotion de la recherche agricole. Et pour l'atteinte du développement de la recherche agricole, l'UA Safgrad a besoin d'importants moyens financiers. Il faut reconnaître que l'Union africaine, de manière générale, y compris les institutions spécialisées telles que l'UA Safgrad, font but à des questions d'ordre budgétaire. Ça, ce n'est pas nouveau. Et nos chefs d'État et de gouvernement, nos ministres essayent de trouver des solutions à cela. Et je pense qu'il y a une évolution favorable qui est en cours. À cette rencontre, il sera question de faire une évaluation profonde du plan stratégique précédent afin de mieux réussir le plan 2019-2023. Parlons toujours des producteurs avec ce plan d'action du porc initié par le ministère des Ressources animales et soumis à validation au cours d'une rencontre tenue hier. Les experts en élevage ont passé en revue le document pour l'adapter aux nouvelles politiques nationales de développement du secteur de l'élevage. Il s'agit de promouvoir la filière porcine dans les prochaines années. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebier. Élaboré depuis 2003, le document servant de guide dans l'élevage des porcs au Burkina semble dépassé. Réunis ici en atelier, les acteurs du domaine veulent le réadapter aux exigences actuelles de la filière. Vu les nouveaux référentiels que le Burkina a adoptés et l'évolution des activités sur le terrain, il était nécessaire et impérieux de procéder à une révision pour actualiser et mettre en phase un nouveau plan pour dérouler et mieux prendre en charge donc la filière porcine qui contribue énormément à la richesse du Burkina Faso et à lutter contre la pauvreté. Dans la validation de ce guide, plusieurs axes seront revus et corrigés en vue du développement de la filière. Et un accent particulier sera mis sur l'élevage à cycle court. Signature d'un partenariat entre la mairie de Ouagadougou et l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Cette convention permettra notamment l'installation de poteaux solaires qui viendront remplacer les poteaux électriques. De manière générale, ce partenariat contribuera à la vulgarisation des énergies renouvelables. Rasmane Zundi Nyarkiteda. La mairie de Ouagadougou a signé une convention de partenariat avec l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE. Cette signature va permettre à la ville de Ouagadougou de disposer de plusieurs poteaux solaires, d'hybridation des feux tricolores sur certaines avenues et la réparation d'édifices en arrêt. Pour le directeur de l'ANERE, cet accord va faciliter la transition énergétique de la commune vers les énergies renouvelables. Il nous a donné le mandat de réhabiliter rapidement les lampadaires solaires de la ville de Ouagadougou, et ce qui rentre dans nos prérogatives, parce qu'une agence nationale des énergies renouvelables qui fait la promotion des énergies renouvelables et qui a des lampadaires solaires qui ne marchent pas. Donc ça veut dire que cette promotion ne marche pas. Ensuite, vous avez un projet majeur structurant qui est mis en place par la mairie, qui est la gare Ouaga Inter. Donc cette gare, c'est important de réfléchir comment nous allons mettre ce qu'on appelle une production d'autonomie énergétique à travers les énergies renouvelables comme source de production d'énergie. Et ensuite, vous avez éventuellement la voie Kwame Kouma. Kwame Kouma, le maire a souhaité que nous réfléchissions l'architecture de la voie en intégrant éventuellement les énergies renouvelables comme étant source de production d'énergie pour avoir une belle ville avec des luminaires alimentés par des systèmes solaires. Comme l'État a créé cette agence qui fait la promotion de l'énergie renouvelable, pour nous, la mairie de Ouagadougou, cela est une opportunité qu'autant de compétences soient concentrées dans une seule agence qui peut nous aider à faire les meilleurs choix possibles pour cette transition énergétique. Le maire de la commune soutient que ce partenariat vient comme une bouffée d'oxygène pour les habitants de la capitale. D'autres projets plus importants sont en cours d'élaboration. Voilà, un reportage signé Samira Batuno, Rasmane Zundi et Oumar Zomre. Restons dans le cadre du Ogo avec la célébration de la journée de la jeunesse en différé samedi dernier, une initiative d'un collectif d'associations de jeunes en partenariat avec la Direction générale de la jeunesse de la région du Centre. Une occasion pour faire le bilan des actions menées en faveur des jeunes qui ont pris aussi des engagements en faveur de leur épanouissement. Rasmane Zundi Nyarkiteda. C'est une nuit consacrée à la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. Entre humour, musique et messages, les jeunes de la région du Centre ont donné de la voix pour marquer à leur manière la 18e Journée internationale qui leur est dédiée. Et l'occasion fut alors belle pour les jeunes de saluer l'initiative, une initiative qui leur permet de jeter un regard rétrospectif sur les actions menées et d'envisager le futur
avec de nouveaux défis. Je pense que nous devons porter l'avenir de ce pays par nos actions. Et aussi un défi parce que toutes les actions que nous allons entreprendre aujourd'hui aura une répercussion pour l'avenir. Donc j'invite toute la jeunesse à prendre les bons choix, à faire les bons choix et à s'engager utilement pour son pays, pour sa famille et pour sa propre personne. Pour s'être distingués dans leurs domaines respectifs, certains jeunes ont reçu des attestations de reconnaissance. Des distinctions sont également remises à des institutions et aux partenaires qui soutiennent les actions des jeunes. Nous avons besoin que tous ceux qui peuvent accompagner la jeunesse le fassent en dehors du ministère de la Jeunesse, dont c'est le principal job, que tout citoyen a même d'apporter son concours pour l'épanouissement de la jeunesse afin qu'elle puisse apporter le meilleur d'elle-même. En rappel, la journée de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année par la communauté internationale. Et revenons sur cette information que nous avons développée en ouverture du journal. Ce matin, très tôt, la brigade de gendarmerie de Pama, dans la région de l'Est, a été la cible d'une attaque armée. Les assaillants en nombre important ont attaqué la brigade située à 106 km au sud de Fadangourma. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts. Un gendarme intoxiqué a été évacué à Fada pour recevoir des soins. L'équipe de renfort qui a été dépêchée de Fada a sauté sur un engin explosif. Le bilan est lourd avec 7 morts du côté des forces de défense et de sécurité et plusieurs blessés. Les ratissages sont en cours pour retrouver les assaillants. La Chine se prépare à une autre révolution en évoquant la fin probable du contrôle des naissances. Le nouveau code civil en gestation devrait, selon le journal officiel chinois, mettre un terme à cette politique. Pendant plus de 3 décennies, le gouvernement chinois a appliqué avec rigueur la politique de l'enfant unique qui a entraîné un déséquilibre entre les sexes, les garçons étant les plus nombreux. En 2015, le verrou avait été sauté et les Chinois avaient été autorisés à avoir 2 enfants. C'est sans doute la fin d'une politique démographique devenue une bombe à retardement en Chine, celle du contrôle des naissances. À en croire un journal officiel, le nouveau code civil que prépare le régime y mettra un point final en éliminant toute référence au nombre d'enfants par famille. Pendant plus de 35 ans, la politique de l'enfant unique a été appliquée avec la plus grande sévérité, entraînant des avortements forcés et des stérilisations, mais aussi un déséquilibre grandissant, les personnes âgées et les garçons étant de plus en plus nombreux. C'est pour cette raison qu'en 2015, le Parti communiste avait autorisé un 2e enfant par famille. Or, la mesure n'a pas eu l'effet attendu. Le vieillissement s'accentue, les plus de 60 ans devraient atteindre 25% de la population en 2030 et les naissances continuent de chuter, les couples invoquant des raisons économiques. Pour les encourager, le régime a même mis en circulation un timbre au message subliminal, une famille avec 3 porcelets en cette année du cochon. Actuellement, le pays compte près de 1,4 milliard d'habitants et ils sont 900 millions en âge de travailler. En discussion au sein du parti, le nouveau code civil devrait être adopté courant 2020 par l'Assemblée nationale populaire. La pénurie de carburant consécutive au conflit dans les transports routiers est le sujet commenté aujourd'hui par les quotidiens. Les négociations menées par le gouvernement et la bonne affaire faite par les commerçants ambulants d'essence sont évoquées. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Ouagadougou est en panne sèche depuis 72 heures, voire plus, ironise aujourd'hui au Faso, due à une pénurie de carburant, elle-même provoquée selon le journal par une crise interne entre chauffeurs routiers d'un côté et de l'autre côté transporteurs routiers dirigés par un certain Issoufou Maïga et dont la tête est mise à prix. Conséquence, s'offusquent les éditions Le Pays, les vendeurs ambulants règnent dans cette pénurie. Je cite, ils se frottent les mains. Pour notre confrère, non seulement ces derniers vendent le produit plus que d'habitude, mais aussi ils font dans la surenchère, le litre de carburant atteint 1000 francs CFA, voire plus. Citoyens aussi compatis, c'est un calvaire, note le journal, à l'endroit des usagers qui paient les pots cassés. C'est le pied de grue dans les stations, la bousculade, la peur, le découragement, entre autres. Coincé, le ministre de tutelle
joue aux arbitrages vendredi dernier, mais sans succès, rapporte aujourd'hui au Faso. Dicté toujours par l'urgence, le gouvernement hier lundi se renforce et revient à 3 à la charge avec la présence des messieurs sécurité, transport et commerce. C'est le second round de négociations selon l'Observateur. Au finish, les 3 ministres parviennent à un accord pour la levée du blocus selon l'Observateur et les citoyens n'en attendaient pas mieux. Vivement la levée de ce blocus. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.